Retard dans la formation du gouvernement au Togo et puis invisibilité ou problématique de l'invisibilité du chef de l'État, son Excellence Faure Issozimna Gnassingbé, avec toutes les rumeurs qui courent autour du sujet, et puis retour sur la mission de supervision dans le domaine agricole, donc le FIDA et les autres partenaires qui étaient dans notre pays pour superviser le déroulement des activités dans la mise en œuvre du PADAT, PPAO et autres projets. Nous allons en parler dans ce numéro de votre émission Grand Jury. Bienvenue donc à vous toutes et à vous tous. Nous sommes en direct depuis la préfecture de Zion, dans la ville de Tchévié, plus précisément dans le quartier Pali. Bonjour donc à vous toutes et à vous tous qui nous suivez sur les ondes des médias partenaires. Je nomme Radio KNTB à Lomé, Radio VGK à Palimé, Radio Lumière à Anéron, le www.ebenradio.com, le www.togovision.com, sans oublier tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, puisque les médias qui nous relaient postent également quelques séquences sur les réseaux sociaux, ce qui nous envoie donc à dire bonjour à tous les Togolais de la diaspora, sans oublier Nicolas Lesson, notre compatriote qui vit au sud de la France. Merci donc à vous toutes et à vous tous. Autour de ce plateau ce matin, avec moi, le directeur de publication du journal Temps Nouveau, Ibrahim Acha. On va lui dire salam alaikum parce que vous n'êtes sans savoir que nous sommes en période de carême pour la fête de Ramadan. Oui, salam à tout le monde et bonjour aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Espoir 47. Voilà, bon, merci donc pour la disponibilité. Rapidement, nous attaquons avec ce retard accusé dans la formation du gouvernement. Comment Temps Nouveau analyse ce retard? Non, il faut dire que c'est une anomalie en ce sens que le Premier ministre actuel, le nouveau Premier ministre, est à la tête d'un ancien gouvernement. Et vous convenez avec moi que ce n'est pas aussi de nature à amener l'institution, c'est-à-dire l'exécutif, a bien travaillé. Parce que je me demande, un Premier ministre qui est nouvellement élu, et qui nommé plutôt, et qui vient, et qui est à la tête d'une équipe gouvernementale qui est démissionnaire, et sur le plan logique, comment le travail va se faire. C'est vrai qu'il y a ce que nous appelons la continuité de l'État, mais est-ce que, en l'espèce, on peut dire qu'il y a la continuité de l'État et que les ministres qui sont en train d'exécuter en tout cas ce que nous appelons l'exécution des affaires courantes, vont pouvoir travailler avec le Premier ministre actuel, lui qui a plutôt un programme. Et l'anomalie est encore plus corsée du moment où l'actuel Premier ministre, c'est-à-dire le nouveau Premier ministre, n'est pas, à mon avis, rentré en fonction. Parce que selon notre constitution, pour pouvoir entrer en fonction, le Premier ministre est obligé de passer devant l'Assemblée nationale pour présenter son programme d'exécution des activités. Bon, jusque-là, il n'y a pas eu le passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale, donc ce qui peut nous amener à dire que l'actuel, en tout cas le nouveau Premier ministre, n'est pas encore entré en fonction. Et si on n'est pas encore entré en fonction, est-ce qu'on peut commencer par chapeauter les activités de l'équipe gouvernementale démissionnaire? C'est là où se trouve l'anomalie. C'est pourquoi il dit qu'il y a une anomalie à ce niveau. Et il est urgent que les autorités de notre pays, notamment Monsieur le Président de la République, fassent diligence pour que notre pays retrouve sa normalité en matière de gestion du pays. Je veux parler du pouvoir exécutif. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce retard, comment ça peut se gérer les affaires? Est-ce que nous sommes toujours dans la logique de la gestion des affaires courantes, de l'évacuation des affaires courantes, et quelles peuvent être les conséquences? C'est vrai qu'on en a déjà parlé une fois. Oui, nous en avons parlé et nous avons dit que c'est dans l'exécution des affaires courantes que beaucoup de dérapages aussi peuvent être constatés. Parce que un ministre qui est en train d'évacuer les affaires courantes peut être aussi amené à s'occuper aussi de ses propres affaires courantes aussi. C'est-à-dire que, vous savez, nous sommes sous les tropiques où les gens sont enclins au détournement, les gens sont enclins à la kleptomanie, les gens sont enclins à la gabégie surtout, parce que quand on exécute les affaires courantes, c'est là où on corse l'addition, c'est là où on procède
à des factures fantaisistes et aller jusqu'à la surfacturation dans l'exécution des affaires courantes. Donc vous voyez qu'on donne la latitude à ces ministres de travailler, de décaisser, de faire en tout cas tout ce qui leur semble entrer dans la ligne de compte des affaires courantes. Donc ça, je pense que ce n'est pas une situation en principe qui devait durer. Et il faudrait quand même que le Togo retrouve sa normalité au point de vue exécutif, qu'on trouve une équipe gouvernementale bien formée et qui soit passée devant l'Assemblée nationale et qui ait eu le quitus de l'Assemblée nationale avant de travailler. Voilà, est-ce qu'au niveau du bas peuple, au niveau de la population, ça peut avoir une conséquence puisque selon les informations qui reviennent d'un peu partout, il y a un ralentissement ou il y aurait un ralentissement dans l'administration publique et puis dans la prise de certaines décisions. Oui, puisqu'on parle des affaires courantes, donc c'est les affaires qui sont limitées, qui sont restées en substance qu'on essaie encore de gérer. Mais est-ce que ces ministres ont les manettes pour pouvoir prendre des décisions, prendre des initiatives? J'en doute fort. Parce que pour exécuter un programme, il faut avoir l'aval du chef de l'exécutif, c'est-à-dire du Premier ministre. Mais du moment où on est un gouvernement démissionnaire, un ministre démissionnaire, on ne peut pas quand même avoir encore le quitus d'un Premier ministre qui n'est pas encore entré en fonction. C'est vrai qu'il a été nommé, on l'a vu, mais jusque-là, il n'est pas encore entré en fonction. Il n'y a pas encore le quitus des élus du peuple. Voilà la normalité dont nous parlons. Il faudrait qu'on retrouve la normalité. Voilà, avant d'aller un peu plus loin, le 21 juin dernier, on a vu quand même qu'il y a eu une cérémonie de dépose de gerbes sur le monument aux morts. Et puis, il y a eu la présence du Premier ministre, c'est l'homme comme Iclassou, mais on a été, peut-être d'aucuns se disent avoir été surpris de voir que l'opération ait été faite par le ministre de l'administration territoriale sortant, Gilbert Bawara. Et ça sème un tout petit peu de polémique. Vous n'êtes sans savoir que ça fait également un peu la une de quelques journaux ces derniers temps. Non, il n'y a rien d'anormal là-bas. Puisque nous venons de dire que le Premier ministre n'est pas encore entré en fonction. Donc il n'était pas quand même bien séant que ce soit lui qui représente le chef de l'État. Donc ici, c'est une question de délégation de pouvoir. Le chef de l'État a délégué son pouvoir au ministre Bawara. Un ministre sortant. Un ministre sortant, mais qui évacue les affaires courantes. Ici, nous tombons dans une histoire de célébration de la fête des martyrs. C'est une affaire courante, c'est une fête que nous avons programmée depuis fort longtemps. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qui est arrivé. Donc, ce que voudrait dire que le chef de l'État peut déléguer son pouvoir à quelqu'un, il lui dit, va me représenter à cette cérémonie. Et c'est ce qui a été fait. Je me rappelle, sous feu et Adéman, il y avait eu une manifestation pareille. Et il y avait le Premier ministre qui était là, le Kofi Sama était là, mais c'est à Akila Essoboko que le chef de l'État, Feu Gnassingbé Yadema, a désigné de le représenter à cette manifestation. Et c'est Akila Essoboko qui est venu déposer la gerbe au nom du chef de l'État. Donc ce qui voudrait dire que c'est normal, c'est une question de délégation de pouvoir. Et ce jour, ce qui m'a fait un peu sourire, et j'ai compris que vraiment l'autorité prime sur les grades. Akila Essoboko, qui était un commandant, qui est arrivé, qui a reçu la rançon de ses chefs, même de ses généraux. Donc vous voyez que en matière de gestion du pays, il y a certaines choses auxquelles on ne peut pas se déroger. Un général qui donne la rançon à un commandant, parce que ce commandant est venu représentant le chef de l'État. Vous voyez que ça a été une image qui nous a beaucoup, qui a retenu notre attention, et on s'est dit que vraiment, il y a, en matière de gestion de pays, quand on dit c'est une autorité, l'autorité a droit à tous les respects et à tous les égards dus. Et selon vous, qu'est-ce qui peut pousser les gens vers cette histoire de polémique? Non, il n'y a pas de polémique, c'est que peut-être que les gens ne comprennent pas le protocole d'État. Et si les gens maîtrisent vraiment le protocole d'État, les gens peuvent savoir que quand le chef de l'État veut, il peut désigner qui il veut, bien sûr au sein du gouvernement, pour aller le représenter à une cérémonie. Ça, il n'y a pas de problème. Très bien, on vous a assez compris. Maintenant, parlons du chef de l'État, puisque ce matin, on a eu à évoquer son nom plusieurs fois. Nombreux sont les Togolais aujourd'hui qui se posent une seule et unique question: où se trouve notre cher président Faure Issoizimna Gnassingbé, élu le 25 avril dernier à l'issue des élections présidentielles?
Non, le problème qui se pose actuellement n'est pas de savoir où se trouve M. Faure Gnassingbé. Est-ce que le pays est gouverné? Est-ce que le pays a un président? Est-ce que le pays évolue? Est-ce que le pays évolue normalement? Est-ce que les décisions sont prises dans le pays? Je pense que c'est en ces termes que nous allons poser le débat. La présence physique du chef de l'État pour le moment n'est pas de nature à alimenter quelle polémique que ce soit. Le chef de l'État n'est pas obligé d'être devant les caméras. Vous le savez très bien, il n'est pas obligé de s'afficher tous les jours comme ça devant les caméras. Il n'est pas obligé de venir à la télé et dire que me voici, tout ce que les gens disent, ils ont menti. Non. Mais est-ce que le pays est gouverné? C'est là où le débat se pose. Donc, et sur ce plan, justifié par le retard accusé dans la formation du gouvernement. Mais nous pouvons aussi dire que les fonctionnaires ont perçu leur salaire. Le pays est gouverné. Tout récemment, vous avez parlé de la cérémonie de dépôt des gerbes au monument des morts. Mais le chef de l'État s'est fait représenter. Si le chef de l'État, si le pays n'était pas gouverné, Barra n'allait pas venir et dire qu'il est représenté par le chef de l'État. Vous comprenez donc que le pays fonctionne, il y a un gouvernement, il y a quelqu'un qui gouverne le pays, qui donne des ordres et les ordres sont exécutés. Donc sur ce plan, nous n'allons pas avoir d'inquiétude, nous dirons seulement que le pays est toujours gouverné. Point barre. Mais maintenant, quand on va revenir sur la présence physique du chef de l'État, vous savez que le chef de l'État c'est un humain, donc s'il est occupé par certaines activités, il va de soi qu'il n'apparaisse pas devant les écrans. Donc il est en train de travailler pour la bonne marche du pays. C'est ce que nous allons retenir. Et moi je me fie à ce qu'on dit à certaines voix autorisées. Si je prends par exemple la directrice de cabinet qui est plus proche du chef de l'État, qui est au cabinet du chef de l'État, qui est censé rencontrer le chef de l'État tous les jours, même si ce n'est pas de cette fréquence leur rencontre, mais ce qui est sûr qu'elle est en tout cas au parfum de tout ce qui se passe au palais. Et si cette dame a pu dire que le chef de l'État est là, il est en forme, il est au pays, il est en train de travailler, je pense qu'il faut se fier à ça. Mais quant à ce que nous apprenons, les rumeurs, les supputations, les ragots que les gens sont en train de raconter, ça, il faut mettre ça sur le dos des rumeurs et des propos vraiment qui ne sont pas de nature à amener le Togolais à être, disons, dans sa peau et penser que son pays est gouverné. Ça procède peut-être d'une campagne de désinformation ou tout simplement certains esprits malins qui veulent semer la confusion dans le pays. Mais il y a aussi l'autre aspect, parce que quand on pose le débat en termes de réjouissance que le chef de l'État est malade et on s'en réjouit, je pense que c'est faire preuve aussi en tout cas de manque de patriotisme, de manque d'amour pour son pays. Parce qu'aucun citoyen ne peut se réjouir de son prochain. Et personne ne peut souhaiter aussi que le malheur frappe le pays. Quand on est un citoyen, le premier réflexe, la première réaction qu'on demande de la part d'un citoyen, c'est de penser positif pour son pays. Je pense que c'est dans cette démarche que nous devons être là. Madame Dogbe a clairement signifié que le chef de l'État est là et c'est elle qui est censée être au cabinet du chef de l'État, de rencontrer le chef de l'État et de transmettre les dossiers au chef de l'État. Donc si cette voix autorisée nous dit que le chef de l'État est bien portant, je pense qu'il faudrait qu'on s'en tienne à cela. Parole d'évangile? Non, pas parole d'évangile, mais parole officielle et institutionnalisée. Institutionnalisée. Très bien, vous avez assez compris, mais dites-nous, puisque ce n'est pas la première fois que cette histoire se produit dans notre pays. Nous étions en 2012 quand on a vécu une histoire pareille où on proclamait pour mort le chef de l'État. Il est revenu faire ce qu'on a appelé retour triomphant et il a marché de l'aéroport jusqu'à son domicile. Aujourd'hui, nous sommes face à la même situation et d'aucuns estiment que c'est le manque d'informations au sommet de l'État qui alimente toutes ces supputations ou si on peut les appeler rumeurs. Bon, sur ce plan, quand nous parlons de manque d'informations, nous pouvons dire aussi que ça a très directement à la communication autour du chef de l'État. C'est vrai que le chef d'État lui-même est un homme qui ne communique pas, il communique peu. Et ça fait partie de sa façon, de sa nature. Nous avons connu sous d'autres cieux des présidents très bavards et chaque jour il veut être toujours devant un micro et parler. Et le plus souvent aussi, certaines fois ça devient ennuyant. Mais au Togo, nous n'avons pas cette chance d'avoir un président bavard, mais nous avons la chance quand même d'avoir un président qui agit.
Et toutes les fois que nous suivons la radio ou bien que nous sommes sur le terrain, nous voyons des actions qui sont exécutées et ça montre qu'il y a un président de la République qui donne des instructions, qui donne des orientations pour la bonne marche du pays. La communication autour du chef de l'État devait être faite par sa direction, la direction de la communication de la présidence de la République. Mais c'est fait que tout dernièrement, le directeur de la communication nous a encore induit en erreur. Et je m'explique. Lorsque notre confrère Carlos Queto'o, que je salue ici, vous savez que c'est le directeur de publication de Indépendant Express, et c'est un de des journalistes, un de nos aînés, des journalistes que nous respectons très bien parce qu'ils ont un bagage qu'il faut. Et au passage aussi, il faut que nous saluions Augustin Amégan, qui se sont aussi distingués par une Ils façon sont pleins, hein? Beaucoup. En tout cas, bon, on va le dire. Qui se sont distingués par un certain nombre de professionnalisme. Et c'est Carlos Queto'o qui a appelé le directeur de la communication pour savoir au juste c'est quoi cette histoire de maladie du chef de l'État. Et c'est en réponse que le directeur de la communication lui a fait savoir que le chef de l'État se portait bien. Et il a même dit qu'il se portait comme un point neuf et que les gens le verront en Afrique du Sud et que c'est là et que voilà que le chef de l'État n'est pas allé en Afrique du Sud. Et ça se met la confusion parce que tout le monde avait ses regards tournés vers l'Afrique du Sud et si on voyait le chef de l'État, ça allait amener les gens à se calmer, à ne pas s'inquiéter. Mais comme on n'a pas vu le chef de l'État, on s'est dit tout le monde, les Togolais sont devenus encore plus inquiets et c'est là où la rumeur s'est amplifiée dans le pays. Là, nous dirons que peut-être que le chef de la communication, le directeur de la communication ne maîtrise pas aussi la communication à la présidence de la République. Ça, on ne peut pas lui en vouloir pour cela. Et de deux aussi, il était en Afrique du Sud. Mais je dirais que c'est un manque de maîtrise parce qu'il ne maîtrise pas peut-être la communication à la présidence de la République. Du moment où il y a beaucoup de pôles de communication à la présidence de la République, il doit y avoir un cafouillage. Parce que certains vont peut-être avoir une autre information, d'autres une autre information. Et ça, quand c'est des informations différentes, ça devient du cafouillage. C'est pas comme dans certains pays où, quand vous vous adressez en même temps à celui de communication de la présidente de la République, on vous dit clairement que voilà ceci, voilà ceci. Et quand vous vérifiez ce que c'est ça qui se passe. Sous Blaise Compaoré, quand vous vérifiez une information, quand vous allez vous demander à la cellule de communication, à la direction de communication du FASO que vous voulez telle information, dans les minutes on vous donne, mais si vous allez tourner en rond, vous n'allez jamais avoir une information. On vous dira que oui, après, rappelez, faites ceci. Bon, en tout cas, nous sommes habitués à ça et on fait avec. C'est ce qui fait que ça alimente beaucoup plus les polémiques dans notre pays. Donc il faut recadrer cette façon de faire la communication du chef de l'État et surtout aussi que cette cellule de communication ne se dise pas qu'elle a sélectionné certains journalistes avec qui cette cellule va travailler uniquement, parce que si vous voyez ce qui se fait en matière de gestion de l'information, il y a certains journalistes qui ne sont pas les bienvenus devant cette cellule de communication. La preuve, nous avons aussi des voyelles du chef de l'État où on nous fait savoir qu'il y a une liste noire où certains journalistes figurent, et ces journalistes, vous comprenez qu'ils n'ont pas droit à quoi que ce soit en matière de privilèges qu'il faut aussi tirer dans la gestion des affaires de notre pays. Vous savez que voyager avec le chef de l'État, ce n'est pas certes un diplôme de journalisme, c'est vrai, mais ça donne aussi une possibilité à certains journalistes de voir un peu comment sortir du pays et surtout de voir comment la diplomatie internationale fonctionne. Si aujourd'hui nous sommes en train de parler ici, c'est parce que nous, à notre niveau, nous avons eu cette chance par nos relations personnelles hors du pays de pouvoir voyager. Sinon, vous savez que tant nous sommes sur la liste noire et nous n'avons jamais bénéficié de ça. On place ça dans les parenthèses. C'est dans les parenthèses. Et ça aussi, ça fait partie de la communication. C'est ça. Quand on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à être en harmonie avec toute la presse togolaise, ça aussi, c'est des défaillances. Et une présidente de la République, une cellule de communication de la présidente de la République ne devait pas fonctionner comme ça, avec des préférences. Ce n'est pas bien. Ça fait partie aussi des anomalies et ça ne donne pas une grande visibilité de la presse togolaise
haut niveau du haut sommet. Très bien. Maintenant, revenons sur cette réponse de la cellule de communication aux confrères de l'Indépendant Express. Est-ce que c'est de nature à alimenter les rumeurs? Non, M. Carlos Cotero a fait son travail de journaliste, un travail professionnel. Il a demandé à la personne indiquée comment se porte monsieur le président de la République. Il dit se porte bien. Et il est allé loin, c'est tout. Ce qu'il est allé loin dans ses propos, c'est ça qui a entraîné cette confusion. S'il s'était arrêté à la réponse, il va bien, le chef de l'État travaille, il est très occupé. S'il n'avait pas donné rendez-vous aux gens en Afrique du Sud, on n'allait pas créer des polémiques. C'est qu'à quelque part, il est allé loin dans ses propos, ou bien il a raté complètement la communication. Quand on veut communiquer autour du chef de l'État, il y a des choses qu'on doit dire. Il faut être précis. Avec exactitude. Quand tu donnes rendez-vous aux gens en Afrique du Sud, est-ce que c'est lui qui écrit l'agenda du chef de l'État? Le chef de l'État est libre d'aller ou de ne pas aller. Et voilà, le chef de l'État, pour montrer que c'est lui le maître du bord, c'est lui qui décide de quoi de ce qu'il va faire, n'est pas allé en Afrique du Sud, il se fait représenter. Voilà, on vous a assez compris. Maintenant, au niveau de la population, c'est vrai que c'est devenu un sujet pratiquement quotidien, assez partagé sur le territoire national, voire à l'extérieur du pays, puisque les autres journaux internationaux s'intéressent également au sujet. Qu'est-ce qui mérite d'être fait aujourd'hui? Est-ce que le peuple a besoin d'avoir une idée sur comment se porte son président de la République? Je pense que Mme Dogbe a déjà fait ce qu'il fallait faire. Elle a dit à nos confrères de Jeune Afrique que le chef de l'État se portait bien. Je veux parler sur le plan national. Sur le plan national, parce que là, vous parlez de Jeune Afrique. Que nous avons eu. Et comme habituellement, on aime trop communiquer dans les médias internationaux, je pense que nous aussi, la presse locale, nous allons nous contenter de ce qui se dit, ce qui est dit à nos confrères de l'extérieur et répercuter ça sur la chose. Est-ce que ce n'est pas un peu curieux? Non, c'est pas curieux. Normalement, est-ce qu'il ne revient pas aux médias internationaux, par exemple, de s'approvisionner en information auprès c'est fait de telle sorte que c'est nous plutôt qui allons vers eux pour avoir des informations. De notre pays. Mais il y a beaucoup de choses. Quand vous voulez vérifier, mais vous êtes obligé de vous rabattre soit sur Jeune Afrique ou bien sur RFI, Paris Match ou Africa 24. Parce qu'on considère que peut-être ils sont des journalistes plus sérieux. Et ceux qui sont au pays sont des laissés pour compte. Et je me demande comment on peut bâtir aussi la communication dans un pays quand on ne s'occupe pas des journalistes qui sont sur place. Ça, c'est un peu curieux. En tout cas, on vous a assez compris. Maintenant, quitte à tous les Togolais d'être encore patients, parce que comme les uns et les autres ont eu à le dire, tous ceux qui sont passés au niveau de cette émission ont eu à le dire. S'il y a quelque chose, vous serez informés, parce que on a vu quand même en 2005, on n'a pas voilé une histoire liée au décès du chef de l'État, feu général Gnassingbé Yadema. Donc aujourd'hui, les Togolais ont juste besoin de patience et que, comme les uns et les autres le souhaitent, qu'on ne proclame pas la mauvaise santé à une personne bien portante. On va revenir, on y reviendra. Et surtout, il faut peut-être ce que nous pouvons ajouter, c'est de faire confiance aux autorités de notre pays et Madame la ministre Dogbe qui est la directrice de cabinet. Est-ce qu'elle peut également faire une sortie sur le plan national, sur le plan national, parce que comme tel que je le dis, ça c'est RFI, puisqu'il y a par exemple un rendez-vous manqué avec le chef de l'État, quand je veux parler de cette conférence de presse qui a été annoncée par la cellule de communication, où on a invité toute la presse s'est déplacée le jour-là, les gens qui n'ont plus renoué leur costume ont eu à le faire, à quel prix on le sait, le jour-là pour aller, parce qu'il y avait un rendez-vous avec le chef de l'État, ça n'a pas eu lieu, c'est plutôt le Premier ministre sortant qui était venu entretenir la presse. Est-ce qu'aujourd'hui il ne faille pas une sortie sur le plan national, une sortie officielle pour rassurer les Togolais et faire taire définitivement ces rumeurs que je peux appeler ou qualifier de nauséabondes? Je vous ai parlé de la maîtrise de la communication à la présidence de la République. Si cette cellule ne maîtrise pas la communication de la présidence, il va de sorte que cette cellule dise des choses qui ne soient pas vérifiées. Vous avez parlé de la conférence sur la sécurité maritime, que le chef de l'État devait animer une conférence de presse. Le chef de l'État n'y était pas. Donc ça voudrait dire que
l'information aussi donnée par rapport à la présence du chef de l'État en Afrique du Sud par cette même cellule de communication devait être aussi considérée comme une information à prendre avec les pincettes, parce que on ne peut plus faire confiance à cette cellule de communication, parce que tout ce que cette cellule de communication donne comme information se révèle une information fausse. En Afrique du Sud, le chef de l'État n'y était pas. Donc il faut maîtriser la communication de la présidente de la République avant de communiquer. C'est-à-dire que même s'il y a un programme qui a été établi, au fur et à mesure que les jours s'approchent, il faut avoir un mécanisme d'assurance, de s'assurer que le chef de l'État a donné sa parole d'honneur, que le chef de l'État dit que demain, à la conférence, j'y serai. Et là, on maintient toujours cette dynamique. Mais quand on n'a pas de mécanisme pour pouvoir s'assurer que la chose qui a été annoncée va se tenir, il va de soi qu'on donne des informations qui sont en déphasage avec la réalité. C'est ce que nous avons vu par 2 fois avec la conférence sur la sécurité maritime que le chef de l'État était censé donner et qui n'a pas eu lieu, et l'annonce de la présence du chef de l'État en Afrique du Sud qui n'a pas aussi été, en tout cas cette présence n'a pas été effective. Donc vous voyez que donc selon vous, c'est la communication, ne maîtrise pas la communication de la présidence de la République. Ouais, ça, il ne faut pas en tout cas dire que non, comme c'est une cellule, elle est dans son coin, elle ne maîtrise rien de la présidence de la République. C'est archi faux. Quand on parle de la cellule de communication d'une autorité, je pense que cette cellule doit être la cellule la plus choyée, qui puisse aussi avoir les informations crédibles, oui, puisque c'est ça même l'interface entre la présidente de la République et la population. Très bien, on vous a assez compris. Retour maintenant sur la conclusion de la mission de supervision du ministère de l'Agriculture et ses partenaires que sont le FIDA, la BEAD, Banque Ouest-Africaine de Développement, la BIDC, etc. Ils ont séjourné dans notre cher pays, le Togo, pour constater de visu ce qui a été fait dans la mise en œuvre des projets financés, notamment le PADAT. Alors, Ibrahim, à temps nouveau, vous étiez dans cette mission. Comment ça s'est passé? Oui, effectivement, nous avons eu cette chance de faire partie de journalistes qui devaient aller sur le terrain, qui devaient être en tout cas aux côtés de cette mission. Et personnellement, ce n'est pas moi qui étais sur le terrain. La rédaction était représentée. Oui, effectivement, un de nos rédacteurs était sur le terrain. Et grosso modo, il faut dire que la mise en œuvre du Kinyaza au Togo a connu des avancées, et pas des avancées significatives, mais les ratés, on en compte énormément. Et à la restitution même du rapport, en tout cas d'activité, la dernière fois, au MAEP, les représentants du FIDA, de la Banque mondiale et autres ont relevé ce qui a eu comme avancé sur le terrain et ce qui a eu comme raté. Et comme vous le savez, les émissaires comme ça, lorsque ces émissaires séjournent dans le pays, elles n'aiment pas heurter les susceptibilités. Donc ces émissaires optent pour un langage diplomatique et de manière à ne pas froisser, comme je le disais tantôt. Donc, on nous a dit qu'il y a eu des avancées et ça, nous pouvons dire que sur le terrain, notre... on va les prendre pas à pas au niveau des avancées. Au niveau des avancées, nous allons dire qu'il a été prévu dans le cadre du PADAT la distribution des kits aux personnes vulnérables. Et ces personnes vulnérables devaient être identifiées dans leur milieu par les ONG et les personnes aux ressources. Et ces kits devaient comporter des intrants et des semences améliorées de manière à réduire, atténuer la pauvreté et assurer un tant soit peu la sécurité alimentaire de ces personnes vulnérables. Bon, sur le terrain, il a été constaté que effectivement, il y a eu des kits qui ont été distribués, et beaucoup, énormément. Mais la réserve que nous émettons, est-ce que ces kits sont allés aux personnes identifiées comme telles, que ce sont des personnes vulnérables? C'est là où il y a un peu de doute. Et quand nous venons au niveau
amélioration, de renforcement plutôt des capacités des producteurs et autres, il y a eu des sessions qui ont été faites et les producteurs peuvent dire qu'ils ont pu bénéficier de l'encadrement de certaines structures, puis ces structures leur ont transféré la technologie, la maîtrise de l'agriculture, et ça a permis quand même tant soit peu de booster la production agricole là-bas. Donc quand on prend le volet maintenant aménagement des bas-fonds pour la maîtrise de l'eau, c'est là où nous dirons que rien n'a été fait. Et là on a quitté les avancées. Ah ok, nous avons quitté les avancées, nous sommes maintenant sur les ratés. Puisque quand on parle de... Je me focalise sur le volet PADAT. PADAT. Voilà, et sur le volet PADAT, je dirais qu'il a été convenu et qu'il devrait avoir l'aménagement des bas-fonds. L'aménagement des bas-fonds, c'est pour la maîtrise de l'eau et amener la filière de riziculture à pouvoir faire une récolte au moins 2 fois dans l'année, c'est-à-dire que c'est pas forcément se soumettre à la saison climatique. Voilà. Tout à fait. Donc ça, sur ce plan, c'était 6 000 hectares. Après, le Togo a montré son incapacité à pouvoir faire ces aménagements et ça a été réduit à 600 hectares. C'est-à-dire après une revue à mi-parcours, ils se sont dit non, maintenant on octroie 1600 hectares. Mais sur les 1600 hectares aussi, je vous assure que même un mètre carré n'a pas été fait. Et le bailleur, c'est-à-dire la boîte, le représentant de la boîte a dit clairement que rien n'a été fait sur le terrain. Sur le terrain, il n'y a pas de bas-fond aménagé. S'il y a des études qui ont été menées, oui, il y a certaines études qui ont été menées pour pouvoir faire ces bas-fonds. Mais à 3 ans, je suis sûr qu'on devait quand même pouvoir faire certains bassins qui puissent actuellement amener les producteurs. Surtout qu'il y a eu une pluie à fort volume d'eau. Tout à fait. Donc, on devait quand même normalement pouvoir faire quelques hectares au moins. Donc, ce n'est pas fait. Et voilà les ratés. Oui, et puis on parle également des greneuses quelque part. Oui, les égreneuses, c'est vrai, il a été prévu de donner aussi les égreneuses à certains groupements d'agriculteurs. Et sur les égreneuses, dans la région des plateaux, mon rédacteur a pu constater que sur 5 égreneuses mises à la disposition, il y a à peine un fonctionnait. Donc, ce qui voudrait dire que les égreneuses qui ont été achetées, soit sont de mauvaise qualité, ou il n'y a pas quand même un suivi régulier autour de ces égreneuses pour amener les producteurs à pouvoir maîtriser la maintenance même de ces égreneuses pour que ces égreneuses fonctionnent durablement. Ou soit c'est les pièces de rechange qui n'ont pas été prévues et ça fait que ces égreneuses n'ont pas tenu. Et quand je quitte ce volet, nous pouvons parler aussi, en tout cas du PNPR, ça fait partie aussi du volet PINIASA, et l'accord de financement a été signé en mai 2014. Nous sommes en juin aujourd'hui, et 1 an, je pense que ça suffisait pour qu'on puisse procéder au décaissement et organiser l'entrepreneuriat agricole. Alors je vous parle, rien n'a été fait, parce que rien n'a bougé sur le terrain. Donc ça voudrait dire qu'on a passé près d'1 an à tourner en rond et on n'a pas pu faire quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout bon, et ça donne l'impression comme si il n'y avait pas de ressources humaines compétentes pour pouvoir conduire ce projet. C'est raté, nous le disons, c'est parce que au Togo, il y a des gens qui sont capables de faire ce travail. Il suffit seulement de faire appel à ces compétences extérieures au ministère de l'Agriculture. Je pense que les choses iraient mieux. Si je prends le cas du ministère du Développement à la base, Madame Dobé a plusieurs projets qu'elle pilote, mais ces projets ne sont pas forcément pilotés par les gens de son ministère. Elle fait appel aux compétences externes
qui recrutent comme des consultants, et ces consultants se mettent au travail, et le travail est bien fait. C'est ce qui fait qu'avec Mme Dogbé, vous allez voir qu'il y a toute une facilité de décaissement au niveau des institutions. Quand je prends la boîte qui travaille avec Mme Dogbé, et qui travaille avec le ministère du Développement à la base. Autant pour moi, avec le ministère du Développement à la base. Mais le dynamisme de Mme Dogbé, ce n'est pas peu occulté, mais amène quand même à pouvoir décaisser. Parce que quand on dit de faire les manuels de procédure, d'écrire ce projet, de faire Mme Dogbé, c'est sa matière. Elle le fait très bien, et quand ça passe devant le bailleur, le décaissement est très bien fait. Les structures aussi sont autonomes. Et ça fait que ça ne donne pas, en tout cas, des confusions dans la manière de faire les passations de marché. Ça ne donne pas aussi des trafics d'influence et autres. Chacun sait ce qu'il doit faire, et le résultat se fait sentir sur le terrain. C'est ce qui fait qu'au niveau du développement à la base, les choses roulent comme sur des roulettes. C'est le dynamisme de la personne d'abord, et la maîtrise même de la chose par le chef en tout cas de ce département. Je veux parler du ministère du Développement à la base. C'est ce que nous avons remarqué à ce niveau. Voilà. Et donc nous voudrons qu'au ministère... C'est selon vous, mais pas au niveau du ministère de l'Agriculture. Ce n'est pas ça. Nous voudrons qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, que ce ministère, le MAEP, le ministère de l'Agriculture, puisse aussi voir s'inspirer de ce qui se fait au ministère du Développement à la base pour pouvoir conduire les projets. Quand les partenaires viennent, on vous donne des milliards pour le développement de l'agriculture, et que vous tournez en rond, ces partenaires, mais il n'y a pas que le Togo. Ces partenaires peuvent faire dos au Togo et aller voir ailleurs où les gens veulent vraiment travailler pour leur pays. Quand on met des milliards à votre disposition, vous passez près d'un an, vous n'arrivez même pas à aller vite, à écrire les procédures, à écrire les politiques, à décliner tout ce que vous avez comme activité sur le terrain dans un projet bien bancable. Mais les bailleurs ne sont pas là seulement pour jeter de l'argent par la fenêtre. Ils veulent s'assurer que ce que vous allez faire avec l'argent est bien matérialisé sur la feuille, et que vous êtes capable de faire cela. C'est ce que les bailleurs attendent du ministère de l'Agriculture. Je pense que c'est dans ce sens qu'il faut aller maintenant. Il faut faire appel aux compétences et travailler aussi rapidement que possible pour que les choses aillent bien. Ce qui crée, quand nous avons écrit qu'il y a eu un problème avec le FIDA, par rapport tout ce qui a l'accord de non-objection que le FIDA n'a pas donné à la partie togolaise, c'est parce que le FIDA a remarqué qu'il y avait des anomalies. Il y avait des anomalies parce que l'unité de gestion qui devait être évaluée après 3 mois d'exercice a été évaluée par une commission mise en place par le ministère de l'Agriculture. Et cette commission, et dans les clauses plutôt, il était même prévu que les représentants de FIDA aient leur regard aussi dans cette commission d'évaluation qui devait être faite. Mais il se passe que le ministère a organisé cette commission sans faire appel au FIDA. Jusque-là, il n'y avait pas trop de problèmes, il n'y avait pas trop d'anomalies. Mais là où il y a eu beaucoup de problèmes, et il y a matière à émettre des réserves sur cette commission d'évaluation, c'est que l'évaluateur, aussitôt après avoir disqualifié un technicien sur ce projet, est lui-même venu prendre la place de ce technicien. Sur le plan éthique, ça ne tient pas. C'est un dysfonctionnement vraiment énorme. Et dire que notre pays, qui s'est engagé sur la voie de la bonne gouvernance, qui s'est engagé à assainir les finances publiques, qui s'est engagé à renouer avec les partenaires et à travailler dans le sens même de la bonne gouvernance, se livre à ces manquements, c'est une anomalie grave. Pour un pays, c'est une honte nationale. Et il faudrait que nous réclamons fort. Très bien. C'est pas du tout bon. Très bien. On traduit le pays devant la commission anticorruption du FIDA. Donc voilà où les gens veulent nous amener. Et c'est pas bien. Très bien. On vous a assez compris maintenant par rapport à la conclusion de cette mission de supervision. C'est vrai qu'on a le document, on l'a lu. Aujourd'hui, qu'en est-il donc de cet accord de non-objection par rapport au FIDA? Est-ce que c'est à reconsidérer ou nous sommes toujours sur le banc des accusés? Après la mission d'évaluation, la mission d'évaluation est venue, au fait c'est pour aussi un recadrage par rapport à tout ce qui se fait. Donc par rapport à la commission d'évaluation qui a péché dans sa manière de faire les choses, et l'unité de gestion qui a été mise en place, cette unité de gestion du PADAT de fait qui a été mise en place, a été en tout cas disqualifiée. Le FIDA a confié
la gestion du PADAT à l'unité de gestion recrutée sur le PNPR. Donc c'est les techniciens du PNPR qui vont assurer l'intérim le temps que sur le PADAT, le temps que la commission des marchés au niveau de notre pays tranche tout ce qu'il y a eu comme anomalie à ce milieu. Et à ce niveau aussi, il faut dire que Madame la directrice plutôt de la commission des marchés publics aussi doit jouer aussi sa crédibilité. Parce que si là-bas aussi, entre-temps, il y a aussi la corruption qui passe là-bas, c'est que le Togo est en train d'être exposé comme ça, comme un pays où la corruption a droit de citer. Voilà. Et là, il faudrait quand même faire aussi preuve de crédibilité et surtout d'objectivité dans la résolution de ce problème. Maintenant, aujourd'hui, face à toutes ces réalités, c'est vrai qu'on a vu le représentant de la BOAD qui semble ne pas comprendre pourquoi ces genres de ratés, parce qu'on semble comprendre qu'il y avait tout ce qui est moyen financier a été mis à disposition. Aujourd'hui, quelle est selon vous l'image du Togo devant ses partenaires? Bon, l'image que nous pouvons avoir, c'est que il faut dire que ce n'est pas tout qui est raté, mais c'est des volets et des mises en œuvre qui n'ont pas marché. Entre-temps, avant d'aller au fond, c'est vrai que quand on lit un peu les conclusions de la mission de supervision, on n'a pas parlé d'argent. Au niveau de ces ratés, les fonds qui devaient servir à faire ces travaux, est-ce que ces fonds existent encore aujourd'hui? C'est une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre, parce que ne maîtrisant pas exactement les fonds qui ont été alloués. Mais comme vous le savez, nous journalistes, quand on dit le chien a mordu un homme, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est pas extraordinaire. C'est dans l'ordre normal des choses. Mais quand on apprend qu'un homme a mordu un chien, c'est là où nous, les journalistes, nous bousculons pour voir jusqu'à ce qui ne va pas, parce que ça sort de l'ordinaire. C'est pour vous dire que c'est ce qui a, tout ce que nous avons constaté comme raté, qui nous a intéressé. Nous nous sommes vraiment focalisés là-dessus et nous voudrons qu'il y ait des aménagements, des recadrages pour que tout évolue. Parce que quand nous voyons les bas-fonds, s'il y avait ces bas-fonds, je pense que la production des céréales allait aussi être boostée et les agriculteurs allaient être bien portants au point de vue financier. Et j'oubliais aussi de préciser qu'il y avait le volet construction des magasins. Voilà, il y avait une contrepartie que les producteurs allaient donner, mais jusqu'alors, ces producteurs peinent à pouvoir donner cette contrepartie. Et l'argent qui a été décaissé, l'argent qui a été décaissé, quand vous allez sur le terrain, les magasins dont on nous parle, attention, ce n'est pas les magasins de stockage que nous entendons par rapport à ce que dit. C'est deux petites pièces. C'est deux petites pièces. Et là, on ne peut même pas stocker pas plus de 10 tonnes là-bas. Il faut des magasins de 50, de 100 ou de 200 tonnes. Voilà, c'est ce qu'on appelle un magasin de stockage, et non les petites pièces comme si c'était une bonne femme qui a fait son magasin où elle devait stocker tout ce qu'elle amène comme marchandise. Le vrai magasin. C'est là où les choses ont péché. Et si vous permettez, il faudrait qu'on attire aussi l'attention sur un aspect. Le PNIASA, ce n'est pas un projet bureaucratique. Ce n'est pas un projet où il faut se promener. Vous avez comme l'impression que ça a été trop joué dans le bureau? Ça a été trop bureaucratique. D'un atelier, atelier en atelier, et au finish, ce qu'on vise. Mais il faut quand même former les gens. Mais il faut former les gens, nous ne refusons pas. Mais le PNIASA, quelle est la finalité du PNIASA? C'est pour booster la production agricole et assurer la sécurité alimentaire. Donc, les premiers bénéficiaires du PNIASA, ce sont les producteurs. Si aujourd'hui, ce sont les bureaucrates qui prennent des périodiens, qui achètent des voitures, qui achètent des tablettes, qui achètent tout, qui vont construire dans leur village, le producteur pour qui ce projet a été conçu, lui, il gagne quoi dedans? C'est la grande question. Il nous reste un peu plus d'une minute à passer. Dans cet entretien, les examens de Bac 2 ont pris fin hier dans notre cher pays, le Togo. C'est vrai qu'au bon voisin, on parle d'annulation des examens. Nous ne sommes pas encore là, on y reviendra plus tard. Mais au Togo, la plupart des candidats estiment que c'était au-dessus de leurs possibilités, surtout que l'année scolaire s'est déroulée en temps de scie. Oui, il faut dire que de façon logique, quand on parle d'une évaluation, c'est que on évalue par rapport au programme
qui a été dispensé, c'est-à-dire aux cours qui ont été dispensés. L'élève est évalué sur ce qu'on l'a enseigné. Mais il se passe qu'avec l'examen de baccalauréat de cette année, la plupart des candidats que nous avons approchés vous disent soit que c'est des sujets sur lesquels ils n'ont pas eu d'enseignement dans leur en tout cas dans les écoles. Et quand on prend par exemple la géographie, l'histoire géo au niveau de la terminale, il y a un élève, la philosophie également, un élève qui m'a dit clairement qu'on leur a parlé du Brésil, or ils n'ont même pas fait des cours sur le Brésil. Donc vous comprenez que nous pouvons dire que les grèves à répétition aussi ont eu leurs conséquences, parce que les professeurs ne sont pas allés à la fin du programme retenu pour être dispensés dans ces écoles ou bien dans ces classes. Et de deux aussi, il faut dire que les élèves aussi ont passé du temps à ne pas pouvoir aussi aller vers la recherche. Et cette recherche aussi se fait comment? C'est par Internet. Voilà. Donc, alors que c'est l'accord et la bannière. Dans notre pays, et voilà le résultat. Et ça a amené les élèves à ne pas pouvoir s'en sortir. Et ce qu'il faut dire, c'est de faire en sorte que les élèves de la terminale, très tôt qu'on les initie à la recherche. C'est-à-dire que ces élèves, lorsque on décline les programmes, que ces élèves comprennent que ce n'est pas forcément au niveau dans les classes avec les professeurs que certains sujets seront traités, certaines thématiques seront développées, et on demande aussi de leur part une certaine recherche et de faire aussi des recherches documentaires, que ce soit au niveau des bibliothèques ou il fallait quand même que ces élèves aussi s'habituent à des recherches et voir dans quelle mesure ils peuvent avoir des notions, du moins quelques éléments sur en dehors des cours dispensés dans les classes, sujets planifiés, les programmés dans le cadre de leur formation de l'année scolaire. Très bien. Il faut accentuer maintenant, parler de la recherche au niveau de ces élèves et aussi demander à ce que les professeurs aussi aillent aussi dans... Soit recyclés aussi. Oui, ce problème aussi se pose. Voilà. Et surtout aussi aillent vers des options de fascicules. Parce que vous voyez que le programme, vous risquez de ne pas terminer le programme. Il faut prendre l'option sur des fascicules pour permettre aux élèves d'être... Voilà, très bien. On vous a assez compris. Merci donc Ibrahim Acha, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Merci pour la disponibilité, surtout d'avoir été des nôtres, malgré que notre contact a été très matinal. Oui, il faut dire que c'est un devoir. Nous avons choisi ce métier et nous le faisons avec un grand plaisir. Et donc, lorsque vous nous sollicitez et que nous avons le temps nécessaire pour répondre, nous ne manquerons pas d'être dans vos studios. Merci beaucoup et puis bon carême à toute la communauté musulmane, également à notre invité. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Bien de choses chez vous qui nous avez suivis. Bonne journée, au revoir.